Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 126 de Famille, justice, enfance avec Stéphane sur RLP. Aujourd'hui, une émission que, je l'espère, deviendra de référence par rapport à la résidence alternée. Nous allons faire le tour des études et de la recherche en France et dans les pays concernés du monde moderne de manière générale, et savoir où nous en sommes aujourd'hui en 2022 autour de la résidence alternée. Pour ce faire, nous allons écouter Monsieur Sébastien Dupont. Sébastien Dupont est docteur en psychologie, auteur aux éditions RS, thérapeute familial et conjugal, chargé d'enseignement à la faculté de psychologie de l'Université de Strasbourg. Il est formateur et superviseur. Il pratique la thérapie familiale dans le cadre du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des hôpitaux universitaires de Strasbourg et la thérapie de couple dans le cadre du réseau de pro. Et Sébastien Dupont coordonne également le diplôme universitaire de thérapie familiale à l'Université de Strasbourg. Alors, il nous a gentiment consacré une grosse vingtaine de minutes pour faire le point sur l'état de la recherche actuelle et de ses travaux qu'il a compilés, qu'il a rassemblés ensemble. Voici donc une émission dédiée, la résidence alternée, en 2022, au niveau de la recherche. Voici l'état actuel de la situation. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3 avec Sébastien Dupont, que vous avez déjà croisé ici il y a quelques semaines. Bonjour Monsieur Dupont. Bonjour. Alors, vous revenez nous voir parce que vous voulez nous faire part des recherches qui ont été faites sur la résidence alternée. Oui, c'est ça en fait. Il me paraissait intéressant de partager avec vous une synthèse des recherches qui ont été menées sur la résidence alternée, non seulement en France bien sûr, mais dans les pays développés. On a maintenant beaucoup de recherches qui permettent de trouver des consensus scientifiques sur telle ou telle question et sous-question. Alors peut-être un mot d'abord par rapport à ces recherches. C'est vrai que, bon, vous n'êtes pas sans savoir que la résidence alternée, un peu d'ailleurs comme tous les changements qui touchent à la famille, ont créé beaucoup de polémiques, des polémiques qui ont même infusé dans le débat avec des experts, des médecins, etc. Ce qui fait que même dans les débats d'experts ou de professionnels, il n'a pas toujours été facile de distinguer ce qui relevait de la science et de l'idéologie. Il faut toujours faire un peu attention aux arguments d'autorité. En tant que psychiatre, ma clinique me montre que, en tant que pédiatre, ma clinique me montre que. Il est toujours important de rappeler au grand public que être professionnel du champ sanitaire et social ne signifie pas que le professionnel fait de la recherche. Et bien sûr, chaque point de vue, et surtout en cabinet, est extrêmement partiel. Par définition, les professionnels de la santé, et qui plus est spécialisés, comme les psychiatres ou les travailleurs sociaux, voient par définition des situations où ça se passe plutôt mal. Et donc, ça ne nous donne pas du tout, à nous professionnels, puisque je m'inclus dans ces professionnels, un point de vue objectif ou global. Et pour ça, il n'y a que la recherche empirique avec des méthodologies scientifiques, des échantillons contrôlés, des groupes de comparaison qui peuvent nous amener des résultats intéressants. Alors, il a fallu du temps, en fait, dans le domaine de la résidence alternée pour obtenir des résultats fiables. Pour une raison toute simple, c'est que c'est bien sûr un domaine où on ne peut faire que de la recherche par observation. On ne peut pas prendre un groupe contrôle de famille et dire maintenant vous vous séparez, maintenant vous vous mettez en résidence alternée, maintenant les parents vous vous mettez en conflit, maintenant vous arrêtez le conflit. Évidemment, on ne peut pas faire de recherche expérimentale, on peut faire que de la recherche par observation. Et donc, ça peut paraître tout bête, mais il a fallu attendre qu'il y ait de plus en plus d'enfants en résidence alternée pour pouvoir faire des recherches de qualité, c'est-à-dire des recherches où on peut contrôler les autres variables impliquées, comme le milieu social, la culture, la personnalité de l'enfant, l'âge de l'enfant, etc. Plus il y a d'enfants en résidence alternée, plus on peut faire des recherches fiables. Alors en effet,
Maintenant, on a un nombre de recherches publiées dans des revues scientifiques, c'est-à-dire contrôlées par des pairs, suffisamment important pour recouper des résultats, comparer des recherches et trouver des points de consensus. Et c'est vraiment très utile dans un domaine comme ça qui peut être un peu passionnel, très sensible, d'avoir comme ça ce support empirique à apporter au débat, que ce soit pour les parents, pour les professionnels, pour les magistrats. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a quand même un domaine où on manque encore de recherche, c'est la résidence alternée avec des tout petits enfants, des bébés. Pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, pour cet âge, il y a encore trop peu d'enfants en résidence alternée, et donc il est un peu plus difficile encore que pour les autres âges de faire de la recherche. Alors en effet, la première grande question qui a intéressé les chercheurs a été de savoir est-ce que la résidence alternée est favorable ou défavorable au bien-être de l'enfant. D'ailleurs, même pour être plus juste, la question était plutôt est-elle défavorable, puisqu'il y a eu beaucoup de professionnels dans les années 80, 90 et même 2000 des pédiatres, des psychiatres qui craignaient, subodoraient que la résidence alternée allait stresser l'enfant, être défavorable à ses liens d'attachement, etc. Alors pour rentrer dans le détail, en fait les recherches sur le bien-être considèrent une très grande variété d'indicateurs qu'on peut regrouper en 5 dimensions du bien-être de l'enfant. Alors la première, c'est les manifestations psychologiques et émotionnelles, donc des indicateurs tels que la dépression, l'anxiété, l'insatisfaction quant à sa propre vie, l'estime de soi. Deuxième dimension, c'est les manifestations comportementales. Donc, ça peut être les troubles du comportement, l'hyperactivité, plus tard la consommation de tabac, d'alcool, de drogue. Troisième dimension, les problèmes de santé. Donc, des indicateurs de stress, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, des maux de tête, obésité, etc. Quatrième dimension, la qualité de la relation parent-enfant, en termes de communication, de sentiment de proximité, de confiance, etc. Et enfin, cinquième dimension, les aptitudes cognitives et scolaires. Alors, comme je l'ai dit, on a maintenant un corpus de recherche important. Donc, il existe même des revues systématiques des recherches. L'une des plus récentes a compilé 60 recherches publiées à l'international dans des revues scientifiques. Donc, les conclusions générales, c'est que les enfants en résidence alternée présentent un niveau de bien-être significativement supérieur aux enfants qui vivent principalement ou exclusivement chez un seul parent, et ce, pour les 5 dimensions. Alors, on observe ces bienfaits de la résidence alternée à partir de la répartition 30%, 70%, et le bienfait augmente au fur et à mesure que la répartition s'égalise pour être à son maximum à 50-50. Alors par contre, il faut amener tout de suite des nuances, c'est que ce bénéfice de la résidence alternée est plus ou moins fort selon les 5 dimensions que j'ai évoquées précédemment. Alors la dimension pour laquelle le bienfait est le plus grand et de manière très significative, c'est pour la qualité de la relation parent-enfant. Alors on l'entend tout de suite pour la relation aux parents qui seraient non gardiens dans la résidence principale, donc souvent le père. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que les recherches ont montré que, en moyenne, l'enfant avait une relation plus proche et une meilleure communication avec ses 2 parents en résidence alternée. Donc l'aspect un peu inattendu des recherches, c'est que concernant le lien à la mère, qui donc dans le cas de résidence principale est souvent le parent qui a la résidence principale, et même concernant le lien à la mère, soit la résidence alternée n'affecte pas la qualité du lien, soit même elle renforce le lien. Et là, en fait, on retrouve des principes de psychologie et de l'attachement déjà évoqués par John Bowlby dans les années 60. Plus l'enfant a de figures d'attachement, plus l'attachement qu'il porte à sa figure principale est fort. Alors, parmi les 5 dimensions, celle pour laquelle le bienfait de la résidence alternée est le moins fort, c'est celle des aptitudes cognitives et scolaires. En fait, là, les résultats des enfants aux évaluations scolaires et aux tests standardisés ne sont pas en fait très différents selon le mode de résidence. Alors, une question importante pour les chercheurs, c'est d'être capable de distinguer l'effet
de la résidence alternée, enfin du mode de résidence, de distinguer cet effet d'autres facteurs qui bien sûr agissent sur le bien-être de l'enfant, comme le milieu social, la qualité de la relation parent-enfant avant la séparation, le niveau de conflit entre les parents, etc. Et en effet, d'ailleurs, pendant longtemps, les études qui montraient des bienfaits de la résidence alternée étaient critiquées au prétexte que sans doute c'était peut-être, on présumait que c'était en fait un autre facteur qui intervenaient, comme le milieu social. Et en effet, comme pendant longtemps, les enfants qui étaient en résidence alternée étaient principalement des enfants de milieu social plutôt favorisés, il était difficile de distinguer les facteurs. Mais maintenant, on peut le faire, on a des recherches qui permettent de le faire, des modèles statistiques qui permettent de le faire, et donc on sait désormais que le mode de résidence a un effet propre, distinct des autres facteurs, même si bien sûr ces autres facteurs, le niveau de conflit, la qualité de la relation parent, etc., ont leur effet propre qui doit être bien sûr considéré et ne surtout pas être négligé, que ce soit par les professionnels ou par les magistrats. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors ce sont effectivement des résultats un peu inattendus qui remettent en question des idées dominantes, pourrait-on dire. Oui, c'est ça en fait. Parmi toutes ces recherches, certaines ont mis en avant des résultats dont on pourrait dire qu'ils étaient inattendus ou en tout cas qui contredisent des idées largement répandues. Alors là, j'en évoquerai trois. Alors le premier concerne les manifestations de stress chez l'enfant. Très tôt, concernant la résidence alternée, les professionnels ont craint que cela représente, et en effet c'est assez intuitif, une source de stress trop importante pour l'enfant. Changer de logement régulièrement, les affaires, avoir 2 chambres, ne pas avoir un seul chez soi, etc. Bon, maintenant on sait très bien évaluer les manifestations de stress, que ce soit par des indicateurs psychologiques mais aussi physiologiques, comme la sécrétion du cortisol. Et il apparaît, selon plusieurs recherches, que les enfants qui vivent principalement chez un seul parent présentent significativement plus de signes de stress et de troubles psychosomatiques que les enfants en résidence alternée. Et en fait, il a même été constaté que les enfants qui vivent en résidence exclusive et qui donc ne changent par définition jamais de domicile sont ceux qui sont les plus affectés par des manifestations de stress. Et à l'inverse, parmi les enfants qui vivent en résidence alternée, on n'observe pas de différence entre ceux qui changent de domicile tous les 2 ou 3 jours et ceux qui changent de domicile seulement une fois par semaine. Donc ça, c'est un résultat assez contre-intuitif, en fait, qui montre qu'il faut vraiment éviter des raisonnements spontanés de type, ça a été souvent évoqué comme contre-argument à la résidence alternée, un adulte n'aimerait certainement pas vivre entre 2 logements, donc un enfant non plus. Et en fait, il faut se dégager de ce genre de projection ou de raisonnement spontané où on plaque en fait sur l'enfant des raisonnements d'adultes, faire des recherches empiriques sans idées préconçues et se rendre compte que évidemment la psychologie de l'enfant est différente de la psychologie de l'adulte et elle est notamment différente en cela que pour l'enfant, la qualité de la relation aux parents prédomine sur beaucoup d'autres facteurs qui impactent sur son bien-être. Alors, un deuxième résultat qui va contre des idées reçues, concerne le niveau de conflit entre parents. Car en effet, beaucoup de magistrats et de professionnels considèrent qu'un haut niveau de conflit entre les parents constitue plutôt une contre-indication à la mise en place d'une résidence alternée. Et en fait, il a été montré que parmi les enfants de parents séparés en conflit, voire en vif conflit, eh bien, ceux qui vivent en résidence alternée montrent un meilleur équilibre général que ceux qui vivent en résidence principale. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet positif de la résidence alternée n'est pas annulé par le conflit parental. Même si, bien sûr, ça reste vrai, le niveau de conflit est en lui-même un facteur défavorable au bien-être de l'enfant. Alors, dans le même ordre d'idées, on a pu constater que le fait que la résidence alternée ne soit pas le fruit d'un accord entre les 2 parents, mais qu'elle ait été imposée par un juge à l'un des parents, n'enlève pas ses bienfaits pour l'enfant. Et là, ces résultats peuvent vraiment avoir un caractère disruptif, parce que ce sont des résultats qui pourraient amener des magistrats à modifier leurs critères de décision, notamment en cas de désaccord, bien sûr. Alors, un troisième résultat étonnant concerne la petite enfance, qui a d'ailleurs été peut-être le point le plus sensible depuis le départ concernant la résidence alternée. Encore aujourd'hui, de nombreux professionnels et magistrats s'entendent pour considérer que la résidence alternée peut être pertinente à des âges avancés, de l'enfance et de l'adolescence, mais qu'elle serait en revanche délétère
dans la petite enfance. Pour certains, c'est avant 3 ans, pour d'autres, même avant 6 ans. Et en fait, là encore, des recherches ont montré que la possibilité pour l'enfant de moins de 2 ans de passer des nuits régulières chez ses deux parents, voire de vivre en résidence alternée, même si c'est rare, eh bien cette possibilité est corrélée à de meilleures relations aux deux parents sur le long terme. Il y a eu récemment un consensus de chercheurs à l'international en psychologie de l'attachement qui a abouti à la conclusion que l'accès régulier du petit enfant à ses deux parents, donc ce qui inclut des nuits, voire une proportion significative du temps hebdomadaire, doit être encouragé, de manière à permettre le renforcement des liens. À une condition, c'est que les deux parents aient été impliqués dans les soins à l'enfant avant la séparation. Alors, par contre, il y a un bémol à apporter à cela, c'est que là, les résultats que je viens d'évoquer reposent sur seulement quelques recherches. On a beaucoup moins de recherches sur la toute petite enfance que sur les autres âges, enfance, adolescence. Et donc, le consensus, en fait, entre les chercheurs est moins franc pour la petite enfance. Et en général, les chercheurs concluent qu'il faudrait multiplier les recherches. On a besoin de plus de recherches. Oui, on entend beaucoup parler des besoins primaires physiologiques de l'enfant, les maternelles et autres. Et effectivement, le cas se produit moins dans la petite enfance. C'est ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors au final, y a-t-il des contre-indications à la résidence alternée ? Alors, les chercheurs rappellent fréquemment que leurs recherches, donc ils portent en général sur des échantillons modestes ou parfois très importants, parfois ça concerne des milliers d'enfants ou d'adolescents, ils rappellent souvent que ces recherches reposent en fait sur des moyennes et que bien sûr, mettre en évidence des résultats moyens n'indique pas que le résultat est valable pour chaque enfant et à égalité de l'échantillon. Donc ils rappellent que chaque cas est unique et doit toujours être considéré dans sa singularité. D'ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler que, même si c'est une évidence, que la résidence alternée exige des conditions logistiques qui ne sont pas toujours aisées à réunir, les 2 logements suffisamment grands pour accueillir l'enfant, la proximité géographique des domiciles, la possibilité pour chaque parent de se rendre disponible pour s'occuper de l'enfant pendant son temps de résidence, malgré ses contraintes professionnelles, des affaires en double, etc., etc. Et en effet, alors, les études font ressortir certains facteurs susceptibles d'être défavorables à la résidence alternée. Alors, ce n'est pas que chaque facteur en lui-même est défavorable, c'est souvent lorsque plusieurs facteurs se cumulent les uns aux autres. Alors, quels sont ces facteurs ? Une faible implication d'un parent avant la séparation, la mauvaise qualité de la relation entre l'enfant et un parent, voire entre l'enfant et ses 2 parents, des fragilités propres à l'enfant en termes de personnalité, voire de troubles, voire de handicap. Et puis il faudrait bien sûr ajouter à ces facteurs bien des cas avérés de maltraitance ou de négligence envers l'enfant ou l'incapacité d'un parent à prendre en charge l'enfant pour telle ou telle raison et éventuellement pour des raisons qui incluent des troubles psychiatriques, des addictions, etc. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors la résidence alternée aussi est relatée au bien-être des parents. Je veux dire, avoir son enfant une semaine sur 2, ça permet d'avoir une vie d'adulte aussi qu'on oublie parfois un petit peu. Il y a des recherches qui ont été faites sur ce sujet ? Oui, alors il y en a beaucoup moins que sur le bien-être des enfants. Bon, on peut le comprendre, on s'est avant tout soucié de savoir ce qu'il en était pour les enfants. Mais en effet, on a désormais des recherches sur les parents. Alors, ce qui ressort de ces recherches de manière générale, c'est que les parents en résidence alternée expriment en moyenne une meilleure satisfaction générale, selon une multitude d'indicateurs, que les parents en résidence classique, avec garde majoritaire, garde minoritaire. De manière encore plus empirique, on observe que les parents en résidence alternée montrent de meilleurs indicateurs de santé physique et émotionnelle. On s'est particulièrement intéressé aux mères qui, dans le modèle classique de résidence, est en général le parent qui a la résidence principale. Et on observe que les mères en résidence alternée présentent un mieux-être vis-à-vis des mères en résidence principale, moins de pression, notamment vis-à-vis du temps. Elles courent moins après le temps, moins de difficultés à concilier travail, famille, loisirs et vie sociale. Et évidemment, par voie de conséquence, elles ont une plus grande probabilité de se remettre en couple.
Alors du côté des pères, on observe aussi donc cette meilleure satisfaction générale, bien sûr avant tout relatif au bien-être de l'enfant, mais aussi à leur bien-être en fait psychologique général. Pour la plupart des pères, pouvoir vivre sa paternité a un effet apaisant et bon pour la santé émotionnelle. Mais en revanche, bon, on peut le comprendre, ils expriment plus de stress dans la gestion de la semaine, du temps, du quotidien que les pères qui ont leurs enfants seulement un week-end sur 2, évidemment. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, dernier axe de recherche qui serait parvenu jusqu'à vous, la résidence alternée serait également un moyen pour lutter contre la pauvreté. Oui, c'est ça. Alors, c'est peut-être pas le point auquel on pense en premier, mais on a en effet de plus en plus de recherches. Ça va avec le fait d'orienter l'attention vers les parents. J'ai plusieurs recherches qui portent sur le lien entre le mode de résidence et le niveau de vie, en fait, des parents, des enfants, des ménages. Et alors, il a été observé, c'est des recherches là assez récentes, dont certaines sont faites en France d'ailleurs, que la résidence alternée a un effet très fort sur l'employabilité des mères. Et en fait, lorsqu'on compare les mères en résidence alternée et les mères en résidence principale, on observe une probabilité de plus 14,4% d'être en emploi en comparaison des mères qui sont en résidence principale. Alors ça, c'est une moyenne, mais qui recouvre des grandes disparités. Alors si on considère l'année qui suit la séparation, là, la probabilité d'être en emploi est de plus 24%. Ça commence à devenir vraiment significatif. Et alors là où c'est très 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 significatif, et là ça intéresse la lutte contre la pauvreté, c'est concernant les mères qui étaient inactives avant la séparation. Là, on observe une différence de plus 50%, donc c'est considérable. Et pour les mères des milieux les plus défavorisés, donc les plus à risque de sombrer dans la pauvreté, là on a une probabilité de plus 44% d'être en emploi. Autre recherche très intéressante, donc là proprement française, qui en fait a évalué, pas si simple à faire en fait, quelle est l'implication de l'État, des aides sociales, des avantages fiscaux, enfin lorsqu'on cumule toutes les implications financières étatiques orientées vers les parents, les ménages, eh bien on observe que l'État va beaucoup plus aider la famille, l'enfant en résidence alternée qu'en mode de résidence classique. C'est vraiment beaucoup plus, c'est plus 70% en cumulé. Ce qui fait que là encore, c'est un facteur de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire qu'en fait, de fait, tel qu'est construit notre modèle socio-fiscal, l'État va davantage investir dans l'enfant et les parents lorsqu'il est en résidence alternée que lorsqu'il est en résidence classique. Et après, on a d'autres facteurs, parfois en fait indirects, qui vont lutter contre la pauvreté. C'est que évidemment la résidence alternée est favorable à la relation entre l'enfant et le père, et notamment sur le long terme. Et bien sûr, on sait que plus le père a de relations avec son enfant, plus la probabilité que le père soit régulier dans ses pensions alimentaires est élevée. N'oublions pas que même en résidence alternée, près de, je crois, d'un quart des situations comportent une pension alimentaire. Et puis, bien sûr, plus le père maintient le lien avec l'enfant et plus on évite la rupture de lien, plus l'enfant bénéficiera d'investissements financiers du père, y compris en dehors de toute pension alimentaire. Donc ça protège l'enfant de la pauvreté. Et enfin, l'autre facteur indirect, en lien avec toutes les études que j'ai évoquées précédemment sur le bien-être de l'enfant, eh bien, un enfant qui a un meilleur bien-être à tous les niveaux sera, en probabilité, un enfant qui s'insérera mieux socialement et professionnellement à l'âge adulte. Donc là encore, on a un facteur de protection contre la pauvreté. Donc en conclusion de toutes ces recherches, même si vous voyez, il y a des nuances, etc., les chercheurs se rejoignent pour considérer que même si chaque cas est particulier, le recours à la résidence alternée devrait être globalement encouragé et facilité. On sait qu'en France, ce mode de résidence reste assez minoritaire et donc peut-être que notre pays pourrait s'inspirer d'autres pays qui ont tiré les enseignements, notamment de ces recherches, qui ont mené des politiques en faveur de la résidence alternée, pour la faciliter, la simplifier, notamment au niveau des procédures juridiques, et qui ont en fait augmenté
de manière significative le recours à ce mode de résidence, jusqu'à dans certains cas concerner un tiers, voire la moitié des enfants de parents séparés. On pourrait évoquer la Belgique, la Suède, le Danemark, la Catalogne, certains États des États-Unis, alors qu'elles ne représentent que 12% des enfants de parents séparés en France. Écoutez, c'était parfait, monsieur Sébastien Dupont. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.